Aucun facteur de risque, aucun symptôme, souffle cardiaque. C'est facile ça. Pas de chimio, rien. On démarre? Oui, on commence. Bon, alors parasternal gauche, grand axe, bien sûr. Bon, première impression comme ça, un VG un peu globuleux. Je vais essayer de m'orienter pour faire une mesure correcte du diamètre ventriculaire gauche. Alors je vais vous dire pourquoi on a des discordances quelquefois entre le TM, enfin les mesures en parasternal et en sous-costal. C'est qu'ici on se retrouve à la jonction avec l'aorte, avec toujours une petite cassure là. Et moi je mesure mon ventricule gauche ici. Voilà, on a 66 mm avec mon septum que je vais mesurer ici. Avec des parois d'épaisseur normale entre 8 et 9 mm. Et puis certaines personnes vont mesurer le ventricule gauche ici et ils vont prendre 8 mm de plus. Et ils ont tort. Et ils ont tort. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait sur la première mesure? Il n'a fait que respecter les recommandations ancestrales qui sont, on se met en bout de valve mitrale entre les piliers et la valve dans les cordages, ce qui est vrai sur la première mesure. Il faut absolument que vous fassiez toujours comme ça, toujours dans le souci de la reproductibilité. Si quelqu'un d'autre mesure l'année suivante, bah, si lui il fait autrement, on va dire il a pris 10 mm et donc il faut l'opérer. Et ce ne sera pas vrai. Alors voilà, sur cette coupe, bah, chacun fait avec son ordre habituel. Hein. Moi, je suis un peu névrotique, donc je mesure ma chambre de chasse toujours à ce moment-là. J'ai 27 mm, elle est un peu dilatée. Je vais tout de suite sur mon aorte, les sinus de Valsalva. 43, la jonction sinotubulaire, qui est un tout petit peu effacée. 41. Je passe un espace au-dessus. Voilà, j'attrape mon aorte tubulaire. Alors juste si tu peux reprendre le mouvement s'il te plaît que tu as fait oui. Entre le long axe voilà, et quand tu veux prendre l'aorte. Hein. Oui, alors j'ai 53 mm, je vais reprendre donc ce mouvement. Voilà, je suis ici. Voilà, on est en long axe. Voilà, je suis perpendiculaire à mon anneau et à mes sinus. Et si je veux essayer de monter au-dessus, tu vois, je ne vais rien avoir de particulier. Donc je passe un espace intercostal au-dessus. Voilà, et puis et donc vous avez vu qu'il dégage là l'aorte tubulaire qu'on ne voyait pas. Et je vois plus le... Il a une aorte tubulaire à 53 mm. Hein. Donc on est dans des valeurs qui sont quand même hautes, alors que tu avais des sinus... à 43 et une jonction à 41. Donc si vous devez retenir un truc là-dessus, c'est que si vous allez vite, vous faites une jolie parasternale, vous trouvez 43, c'est gentillet, vous montez d'un espace et sur l'autre segment de l'aorte, vous avez pris 1 cm de plus. Hein. 43 les sinus, 53 la tubulaire. Alors il y a une petite chose que vous avez peut-être déjà vue aussi sur l'écran là, chose qui me gêne un petit peu, il y a quelque chose qui vibre un peu là. Ça ressemble à un fibro. Sous la valve aortique, vous le voyez? Voilà. Il y a un petit élément qui vibre là, sous la valve aortique. Absolument, oui, du côté ici, là, hein. Du versant ventriculaire, oui. Ouais. Sauf qu'on ne t'entend pas très très bien, Patrick. Ah, bon, je vais parler plus fort. Non, il va venir... Si Mohamed... شوف l'écran micro-cravate à Fakzir. Donc là, je me suis mis en petit axe de cet orifice aortique. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, alors ce que je vous disais tout à l'heure, on fait bouger un peu l'incidence pour essayer de voir s'il y a bien 3 commissures. On les a très bien vues. Hein. Celle-là, on est sûr qu'il y en a une là. Celle d'en bas, on la voit aussi. Ouais, t'as les voilà, 3, on la voit ici, très bien. Et puis la troisième, on la voyait mieux tout à l'heure sur une... Voilà, sur cette incidence-là. Donc cherchez pas l'image parfaite où vous voyez les 3. Il suffit que successivement, vous voyez bien que chacune des valves va bien jusqu'à la paroi aortique, d'accord? Donc 3 valves équilibrées.
Parce qu'à l'inverse, vous savez qu'on peut avoir des tout petits raffets. Hein. Ouais. Et parfois, si ça s'arrête à 5-6 mm, c'est pas un artefact, ça peut être un raffet. Il est tout petit et dans ces cas-là, ça s'appelle une bicuspidie. Alors, je reviens sur ma... Ah là, on va changer ma ligne de base. Je reviens sur mon Doppler couleur. Alors, vous avez un flux là, qui est dirigé vers le septum avec une petite zone de convergence. Vous voyez bien la zone de convergence ici, voilà, qui monte vers le flux là, qui va vers la partie haute du septum. La deuxième demi-pomme là, de convergence, donc en bleu parce que ça descend, d'accord. Là c'est en rouge parce que ça monte. Mais comme les vitesses s'accélèrent, bah, vous avez des zones d'aliasing. Donc rien que sur cette image, on pourrait déjà, on va le refaire mieux tout à l'heure, on pourrait déjà mesurer un rayon. Et à l'évidence, ça n'a pas l'air petit. Hein. Voilà, qui est au minimum de 6 mm. Voilà. Par rapport, vous savez, à l'autre insuffisance aortique qu'on a étudié tout à l'heure, on a déjà quelque chose qui paraît comme ça, morphologiquement beaucoup plus important. Bon, donc il y a une insuffisance aortique. On va jeter un coup d'œil sur la valve mitrale. Là, je balaye l'orifice mitral. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon mouvement. Voilà, là, je passe d'une commissure ici. Voilà, et puis je reviens vers le milieu de l'orifice mitral, doucement. Voilà, et puis là je monte vers l'épaule et j'arrive à l'autre commissure. Donc j'ai balayé tout l'orifice, il n'y a pas de fuite mitrale. Donc à ce stade, Patrick, on a une valve, on va dire, sensiblement normale, oui. Et une fuite qui s'annonce sûrement franche. Oui. Donc on peut évoquer une dilatation annulaire. Tout à fait, dilatation annulaire et puis dilatation du flux aortique avec un effacement partiel, on va dire. Avec la jonction notamment qui est effacée. Et n'oubliez pas que l'anatomie d'une valve aortique, les commissures remontent l'anneau aortique, c'est pas la chambre de chasse, ça remonte haut et ça remonte jusqu'au niveau de la jonction. Donc quand vous avez une jonction dilatée, votre anneau est dilaté et ça peut expliquer une fuite de cette importance. Vous voyez, ces images que vous avez, on dit en soutien-gorge, en balcon de soutien-gorge, où les commissures sont très hautes par rapport au plan des cusps. D'accord ? Donc ça, oui. c'est... Oui. Parce qu'il a 53 de tubulaire et il n'a plus de jonction. Voilà, donc on est sur le ventricule gauche, vous voyez tous ces muscles accessoires là, que les congénitalistes connaissent bien, là, le muscle de l'ancisie ici qui sont des petits muscles papillaires. Du côté gauche, le septum n'est pas forcément toujours plan et lisse. Il y a des petites anomalies comme ça. La valve mitrale, elle me paraît donc tout à fait normale. Je remonte vers la valve aortique. Je vais aller maintenant vers la valve pulmonaire. Ouais, d'emblée, je passe un intercostal en dessous. Voilà, le flux systolique dans... trace. On a 15 d'ITV. Alors, est-ce qu'on arrive à attraper une régurgitation? Oui, sans doute. Oui, il y en a une. Voilà, on a au moins ça en proto. Voilà, on a à la fois la proto à 13, on va dire, et puis une deuxième mesure en télé. Donc proto, c'est la PAP moyenne et la PAP diastolique à 3,6. Vous avez 13 de proto diastolique. Si vous rajoutez la POD, ça va vous donner la PAP moyenne. Voilà, alors, ce que je fais toujours, Eric aussi, je pense, comme moi, c'est quand on est là en petit axe, on va vers les cavités droites, puis on descend doucement. On est souvent assez bien orienté avec l'orifice tricuspide et il y a une bonne partie des fuites tricuspides qu'on arrive à avoir et être bien axé avec le... Bien axé et pas atténué quand il y a une toute petite IT.
voyez que là, ce qu'il fait, j'ai toujours pas de pointeur, ça marche pas. Alors. Vous voyez ce qui est dans ces ondes apexiennes, le faisceau tape directement sur la tricuspide. Il ne passe pas par le VG, donc il n'est pas atténué et c'est là où vous avez la meilleure sensibilité. Hein. Ouais, là, j'ai pas un flux suffisamment correct. Bon, allez, on va passer en... Patrick, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, comment tu as pu avoir l'incidence sur la tricuspide directe? Ben voilà, là je suis, donc j'étais sur ma petite axe, je descends un petit peu pour m'aligner sur le fût de l'artère pulmonaire. Ce qui est intéressant, vous êtes bien aligné, quand vous avez le TAP, vous commencez à voir la bifurcation. Hein. Si un canal artériel devait se brancher, il serait ici le canal artériel. Hein. Comme vous l'a dit Eric tout à l'heure, il serait branché ici, au départ de la branche gauche. On voit bien la branche droite. Donc à partir de là, je vais vers la droite et puis je descends d'un espace en allant vers la 4 cavités. D'accord ? Donc là, souvent, là c'est pas le cas, hein, mais souvent on est très bien aligné. On la voit, la petite flamèche de la tricuspide, mais cette fuite, elle est probablement uniquement proto-systolique. C'est pour ça que j'ai pas de... Voilà, et ici, cette petite fuite, si vous voulez, elle est par là, mais je ne vais pas pouvoir mettre un caliper ici, hein, j'ai pas le droit. N'oubliez pas qu'il a eu une belle insuffisance pulmonaire, donc on va dire on est un peu moins motivé, on n'est pas démuni pour mesurer les pressions pulmonaires. Tout à fait. Voilà, donc là, je vais vers l'apex. Alors, je vais essayer de descendre le plus bas possible en conservant une bonne imagerie. Vous voyez que ce VG, il est trabéculé. Ce n'est pas de la non-compaction, mais il y a beaucoup de trabéculation. Donc, ça va poser un problème pour le calcul de la fraction d'éjection. Vous êtes d'accord pour qu'on la calcule, cette fraction d'éjection? Oui, je pense que c'est un bon exemple. Ouais. Et puis c'est important aussi, c'est très important c'est le moins compliqué pour la décision après. Alors, deux choses très importantes. Vous savez que le Simpson, c'est un empilage de coupe petit axe du ventricule. Donc la longueur, la hauteur du ventricule est très importante. Ça veut dire que les points que vous avez placés au niveau de l'anneau et le point au niveau de l'apex, ils sont déterminants pour la qualité de votre imagerie. Et il faut virer toutes les trabéculations. Hein. Donc on tape dans le muscle, hein, on élimine les trabéculations et on va jusqu'à l'apex. Voilà. Moyennant ça, on n'a plus les discordances qui ont été décrites pendant des décennies sur les différences entre les volumes par l'IRM et les volumes par l'écho. Bon, sur la même image, on va aller vers la systole. Patrick, quand tu veux prendre un ventricule gauche comme ça, oui. tu essaies de te mettre le plus bas possible dans les espaces intercostaux? Oui, oui, tout à fait. Quelquefois, je n'ai pas une image continue. C'est-à-dire que j'ai juste une image à un temps de la respiration. Absolument. Et puis ça disparaît. Donc il faut à ce moment-là se dire, voilà, je vais faire plusieurs clics, plusieurs mesures, mais c'est à l'endroit où je trouve que mon ventricule a la plus grande hauteur qui est important de mesurer. Donc là, je suis en systole. Et alors là, il faut aussi éliminer les trabéculations. En sachant quand même qu'en systole, théoriquement, il y a moins de trabéculation, tout se compacte. Donc on accepte plus volontiers de se poser en systole, alors qu'en diastole, il faut qu'on aille rentrer parce qu'il y a forcément des trabéculations. Patrick, il faut reconnaître aussi que c'est la force de l'IRM, où là, vous voyez distinctement la différence, notamment sur la paroi latérale, entre le myocarde compacté et les trabéculations. Donc on peut vraiment se poser mieux en IRM. Des fois, à l'écho, on est obligé un peu d'imaginer ce qu'on fait. Tout à fait. Voilà, donc là, je suis sur ma coupe des deux cavités. Ah.
Et ça aussi, il ne faut pas que ça vous choque. Hein. À l'APEX, on a souvent des artefacts, on a souvent l'impression que la paroi serait plus proche. Hein. Donc, regardez-le en dynamique. C'est ce qu'on appelle les artefacts en champ proche. Ça fait partie de l'ennemi de l'écho et ça existe depuis la nuit des temps et on n'a pas résolu ce problème. Hein. Excusez-moi, j'ai un trackball qui accroche là. Il me laisse pas. Non, mais on fait tout pour nous embêter, Patrick. Il faut quand même qu'on le dise. Hein. On fait tout pour nous embêter avec les patients, enfin tout quoi. Parce que je tremble pas autant que ça, je vous promets. Alors on a une certaine cohérence, 50 et 49%. Ça aussi c'est un élément important quand vous n'avez pas d'anomalie de cinétique segmentaire. Et vous avez vu le volume, hein, 313, c'est ça, c'est ce que je lis 313. 313 millilitres. On n'est pas dans les petits volumes, hein, d'autant que ce patient est, je pense, un petit gabarit. Hein. Oui, tout à fait. Ça va nous faire combien vous avez sa taille et son poids? Je dirais 1m60 et 60 kg. Donc on est dans les 1,6 peut-être de surface corporelle. Donc vous imaginez, on est autour de combien? 150 millilitres par mètre carré. Oui. On est dans les grosses dilatations ventriculaires gauche. Hein. Alors justement, pour parler de dilatation du ventricule gauche, baisser un peu le mien. Tu te bases sur les diamètres, sur les volumes. Alors toujours en tenant compte du gabarit. Et là c'est un très bon exemple parce que entre 1,6 de surface corporelle ou 2, c'est pas la même chose. Et grosso modo, sur le volume télédiastolique, à partir de 75 millilitres par mètre carré, on commence à rentrer dans la dilatation. Au-dessus de 100 millilitres par mètre carré, on est dans des dilatations importantes. À peu près, c'est pas tout à fait exact, mais il y a des tables, hein, vous les connaissez, mais c'est à peu près. Quand on indexe au gabarit, voilà. Ça. Après, la surface corporelle n'est pas le gabarit idéal, et vous verrez fleurir dans les années qui viennent d'autres méthodes d'indexation, hein, et qui elles seront sexe indépendants. Vous vous souvenez la taille à la puissance 2,7 pour la masse, ça vous dit peut-être quelque chose, ça s'était sorti, et on se retrouve avec des seuils qui sont les mêmes pour l'homme et pour la femme. Alors on a 45 cm par seconde pour la vitesse de l'onde E et on est entre 0,7 et 0,8 pour l'onde E' à l'anneau. Alors là, je vais tourner le patient un tout petit peu moins et vous voyez, je fais basculer. Ça ne m'intéresse plus le ventricule gauche, ce qui m'intéresse c'est l'orifice aortique et l'aorte. Voilà. Donc là, on a donc vous voyez déjà une vraie zone de convergence alors qu'il n'a rien réglé. Hein, et vous allez voir qu'en montant la ligne, on va avoir une zone de convergence importante. Hein. Bon, de toute façon, on s'attend à ça, notamment compte tenu de la taille de son VG. Hein, avec une ITV sous-aortique qui est propre. Tu avais un anneau à combien, tu te souviens? C'était 27, je crois. 27. Et là, on a 27-28 cm pour une fréquence à 56. Donc, je te laisse calculer le débit, mais il va être intéressant. Alors, tout à l'heure, donc tout à l'heure, on faisait le calcul du rétrécissement aortique et de la surface aortique. Et là, il est en train de faire le calcul du débit cardiaque dans le cadre de l'évaluation de l'insuffisance aortique. Oui. Et tu as 57 de fréquence? Oui. Voilà, ça nous fait 8 litres 8. Oui. Merci de calculer. Merci beaucoup, Eric. 8 litres 8. Donc là, on est dans une première cohérence avec une IA importante.
Cet hyperdébit... Micro, s'il te plaît, Eric. Micro. C'est bien, je parlais à mon... Et... en fait... C'est l'hypoglycémie, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Parlez au téléphone. Voilà, vous avez un hyperdébit important, c'est logique, hein, puisque vous avez le débit systémique plus l'IA, donc ça nous fait un hyperdébit. Vous avez une magnifique zone de convergence qui est elle aussi... 1,1 cm, 11 mm, donc avec une vitesse d'aliasing à 37 cm par seconde. Et puis, on va mettre notre Doppler continu sur ce flux régurgitant. Alors, une vitesse assez intéressante, là, à 5 mètres par seconde. Ouais, ben, ça nous fait une vraie sort largement à plus de 0,3. Hein. Alors, je fais l'ITV aortique, mais comme Eric, effectivement, ce n'est pas un élément qui, pour moi, est déterminant. On a une ITV à 265. Alors la pente, elle ne m'intéresse pas tellement, Eric, toi non plus? Non, non, la pente ne m'intéresse pas du tout pour quantifier la fuite, hein, on vous le dit à chaque fois. C'est un critère qui intègre à la fois la sévérité de la fuite, la tolérance du VG. Hein, vous avez vu, pour l'IP, ben c'est pareil, hein, vous avez vos deux courbes, la courbe de pression dans l'aorte, la courbe de pression dans le VG. Vous avez compris que si l'une s'abaisse, c'est-à-dire grosse IA, ben ça fait une pente raide, mais si le VG monte, c'est-à-dire VG qui tolère mal, ben pareil, ça fait aussi une pente raide. Donc c'est un critère de tolérance. Ça a un intérêt dans les IA aigus? Oui. Fondamental. On a envoyé des gens en urgence se faire opérer, c'est-à-dire que vous avez une endocardite, une IA donc aiguë, c'est l'exemple typique de l'endocardite, un T1,5 à 150, bien propre, bien mesuré, ça suffit pour dire c'est une urgence chirurgicale. Pourquoi? Parce que ce sont des malades qui peuvent lâcher d'un moment à l'autre sans prévenir. Bon, là, je suis allé jeter un coup d'œil sur le VD, mais ce n'est pas le problème. On a une onde S à l'anneau qui est à 14 cm par seconde. Et pour revenir au VG, Patrick, oui. tu ferais un GLS ou pas? Non, moi non, mais Eric, tu en fais un? Oui, ben, on va évidemment. le faire. Hein? Puisqu'on y est, puisqu'on a bon, on va le faire. un VG qu'on voit bien, donc si on peut le faire. Mais bon, on est avec une fraction d'éjection. Alors vous savez que tout va toujours dans le même sens actuellement avec les recommandations. On opère de plus en plus tôt, de plus en plus vite, de plus en plus tout le monde. Et donc même sur l'IA, où on était à 50%, maintenant on est passé à 55%. Voilà, c'est-à-dire que le cut-off pour dire chez un patient asymptomatique, j'opère une IA, le cut-off est monté à 55% de FE, sous-entendu en dessous de 55%, on a déjà une dysfonction et donc on ne discute pas le caractère asymptomatique, on est censé y aller. Là on va dire que de toute façon on a plusieurs éléments et on a une FE à 50%, on a un volume majeur, y compris... Alors, pour aller sur la FI... en passant. Pardon? Tu nous feras juste un petit diamètre télésystolique en passant. Ah oui. Allez, on y va tout de suite. Donc il se met en systole pour mesurer le diamètre télésystolique du ventre 48. gauche. Et donc là c'est très amusant parce qu'il y a quelques années, on n'aurait rien dit et aujourd'hui, on est censé dire. Hein, voilà, c'est-à-dire que là aussi, on a connu il y a fort longtemps 55 et puis c'est resté à 50 pendant longtemps et aujourd'hui, beaucoup de gens disent 45. Je parle de la valeur du DTS pour une décision de prise en charge chirurgicale. Donc toujours là aussi, hyper précocité dans la chirurgie.
faut juste que vous vous rappeliez une chose, c'est que, hélas, la chirurgie a des complications. Si la chirurgie avait 0 complication, ce serait fabuleux, mais la chirurgie a des complications, donc faites attention, à force d'être trop précoce, on se débarrasse malencontreusement de patients qui n'auraient rien demandé à personne, hein. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, regardez, hein, c'est important. Regardez Patrick comment il place un petit peu ses points. Je repositionne ça aussi, c'est du visuel, c'est vrai que c'est... Mais... Allez, on va dire que c'est bon. Donc à ce stade, le strain n'entre dans aucune recommandation, notamment pour la prise en charge éventuelle de cette IA, hein. Donc soyez clairs, si vous ne faites pas de strain, que vous n'avez pas de strain, vous n'êtes pas du tout sur le mode je ne peux rien dire, je ne peux pas me prononcer. Patrick vous a donné tous les éléments là pour se prononcer sur cette insuffisance aortique, sa sévérité, son mécanisme, le geste qu'il faut faire et la décision de traiter. On est relativement cohérent. Bon, on a tout ce qu'il faut. Fais-nous quand même un petit reflux dans la crosse, parce que sinon on va se faire engueuler. Et peut-être aussi au niveau de l'aorte abdominale. Ouais. On va remonter un tout petit peu. Voilà, merci beaucoup. Tu peux prendre la sonde par le bout, s'il te plaît, comme ça les gens ils voient un petit peu exactement où est-ce que tu... Non, là, encore un peu plus, parce qu'on voit rien. Ah. Super. Voilà, et le curseur, il va vers la gauche, c'est ça? Oui. Merci. Je suis mal placé. Là. Alors, je la reprends de manière plus habituelle. Donc il va se mettre à peu près donc, au pied de la sous-clavière, hein. Donc les filtres, on les baisse tant qu'on peut. Vous voyez, ce qui est gênant, c'est l'absence, c'est vraiment turbulent. Et bon, on va pouvoir vous sortir une vitesse élevée, mais voilà. Autant tout à l'heure, quelqu'un m'a montré un exemple d'IA très importante, probablement aiguë, où il y avait un magnifique spectre, où il n'y a aucune ambiguïté. Autant là, si on n'a que ça, bah, c'est pas la fête, hein. Voilà, là, c'est par exemple, là, il y a un énorme reflux sur un des... Voilà, le premier, hein, il est aussi... Oui, mais on n'est pas en télé, là. Tu vois, là, on a 25. Si on attend d'être en télé, on a 17, 18. Mais enfin, on a largement de quoi faire. Hein. On n'a pas besoin de ça. Bon, je pense qu'on va... Alors, abdominale, je veux bien vous le faire. On se met au niveau de l'aorte abdominale. Non. Voilà, on a aussi un reflux. Là. Moi, je ne l'emploie pas, ça. L'aorte abdominale, je le fais sur les coarctations pour l'enfant, mais pour l'adulte, je ne le recherche pas. Alors bon, ce qu'on peut voir en sous-costal, bah, c'est le ventricule gauche. Hein. C'est ce VG qui est très très globuleux. Hein, très globuleux, le ventricule droit qui n'est pas hypertrophié, une veine cave inférieure qui est plate, hein, d'accord, qui respire, et pas grand-chose d'autre. Bon. Septum interauriculaire normal. Hein, on a une IA sévère, on a des crises. Voilà, on va libérer le patient. Et si on peut discuter juste 2 minutes. IA sévère, critère de tolérance échographique.